Alors, je crois qu'en réalité, les services de renseignement ont depuis longtemps détecté et annoncé qu'il allait y avoir ce tir de missiles. Par conséquent, sur ce plan-là, on le sait parce que les missiles nord-coréens sont des missiles à propulsion liquide et par conséquent, ils doivent être préparés des heures avant le lancement. Ils sont sur un pas de tir connu, identifié, et du coup, les satellites prennent des photos, il n'y a pas de problème, c'est ce qu'on a d'ailleurs annoncé. En dehors de ça, la grande difficulté, bien évidemment, c'est d'avoir des informations directes à partir de la Corée du Nord, et je comprends très bien que les services de renseignement les plus équipés et même les plus courageux, ils regardent à deux fois avant d'envoyer des gens faire de l'espionnage dans ce pays-là. Et par conséquent, on ne sait pas très bien ce qui se passe. C'est ce qui d'ailleurs rend très difficile d'expliquer cette nouvelle provocation de la Corée du Nord, parce qu'en réalité, il est extraordinairement difficile de savoir quels sont les ressorts de la politique nord-coréenne. Et là, je crois qu'on a avancé un certain nombre d'explications, mais je suis bien incapable de dire lesquelles sont les bonnes là-dedans. L'une est que, par exemple, la Corée du Nord essaye d'attirer l'attention sur elle et pour demander de nouvelles aides, d'exercer un chantage, en d'autres termes. L'autre, c'est qu'il s'agit simplement d'une opération qui est en direction de la population de la Corée du Nord, pour montrer qu'on est très fort, qu'on fait des choses extraordinaires, et justifier par opposition qu'on laisse la population dans un état de dénuement assez considérable. L'autre possibilité, c'est qu'il y ait à l'intérieur même de la Corée du Nord, comme il y avait en Union soviétique pendant la guerre froide, il y ait différentes factions et qu'en particulier entre le Parti communiste et l'armée, il n'y a pas nécessairement une unité de vue. Quant à Kim Jong-il, c'est véritablement quelqu'un dont les voix sont aussi impénétrables que celles du Seigneur. Donc je crois qu'on est obligé là on ne peut faire en tout cas pour ce qui me concerne que des conjectures. Je ne sais pas très bien à quoi sert cette provocation. D'abord, est-ce qu'il a réussi, est-ce qu'il a échoué? Les avis sont partagés. Et d'autre part, de quel missile s'agit-il? On ne sait pas exactement. Est-ce que c'est exactement le même que celui qui avait été tiré en 2006? Quelle est sa portée? Certains parlent d'une portée de 5 à 6 000 km, d'autres sont allés jusqu'à 10 000 km, auquel cas ce serait un missile d'une portée intercontinentale. Mais en réalité, on n'en sait rien et on n'a là-dessus que des approximations. Et d'autre part, je crois que l'autre problème est de savoir si même le missile est réussi, le tir plus exactement du missile est réussi, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça peut permettre. Là encore, on est réduit à de simples hypothèses. Je crois qu'en réalité, il y a eu une réaction, je ne dis pas hystérique, mais presque de la part, en particulier de la presse internationale. C'est un événement qui ne méritait pas tout le foin qu'on a pu faire autour de ça, qui a éclipsé toutes les autres nouvelles, en particulier les déclarations que Obama et même Medvedev ont pu faire pendant la semaine dernière sur leur intention de parvenir à un monde débarrassé des armes nucléaires. Là, on parle de quelque chose qui est un incident dont on ne peut pas savoir quelle est exactement la portée, mais qui ne présente pas un degré d'urgence ou de gravité justifiant pareil remue-ménage. Alors, on n'arrive pas à obtenir effectivement ni des sanctions. Alors les sanctions, c'est compliqué parce qu'au fond, à un moment, ça a marché avec des sanctions qui s'appliquaient, des sanctions financières qui s'appliquaient sur les banques et qui ont bloqué les avoirs de la Corée du Nord à l'extérieur. Ça a eu un impact et puis très vite, les Nord-Coréens ont réussi à reprendre le dessus. Mais la réalité, je crois, dans cette affaire, pour le moment, en particulier avec la Chine, il y a deux réalités. L'une, c'est que la Chine, comme la Russie, comme la Corée du Sud, redoute considérablement un effondrement du régime de Kim Jong-il qui risquerait de déborder, ensuite d'envoyer des populations dans leur pays, et ce serait un chaos à l'intérieur de la Corée du Nord, ils n'ont pas envie de faire face à une situation comme celle-là. Le deuxième élément, c'est que la Chine est parfaitement satisfaite de maintenir un sujet de contentieux avec les États-Unis qui permettent pendant ce temps-là de ne pas parler, ou plutôt qui empêchent les États-Unis d'être très actifs sur la question de Taïwan.
Par conséquent, c'est une situation qui risque de se prolonger encore assez longtemps. Je crois malgré tout qu'on peut tirer de cette affaire deux conclusions. La première, c'est que pour le moment, on continue de payer les erreurs de George W. Bush. Quand il est arrivé au pouvoir, il y avait un arrêt du programme nucléaire nord-coréen. En quelques mois, il a réussi à rompre ce blocage et à permettre aux Nord-Coréens d'extraire du plutonium dans l'origine de Yongbyon et de disposer de matière fissile suffisante pour faire une demi-douzaine de têtes nucléaires, paraît-il, et en plus de faire exploser une de ces armes. Par conséquent, c'est un succès sur toute la ligne. Mais en plus, à un moment où peut-être une initiative par Washington aurait pu permettre de débloquer les choses, il ne l'a pas fait. Pendant 6 ans, il ne s'est rien passé du tout dans les discussions avec la Corée du Nord. Quand il a fait quelque chose, c'était trop peu et trop tard. Et maintenant, on est dans une situation qui est infiniment plus difficile à débloquer qu'elle ne l'était il y a 5 ou 6 ans. Le deuxième élément, je crois, et là, répondant à votre question concernant les sanctions, c'est que le Conseil de sécurité et l'ONU d'une façon générale est un lieu de discussion irremplaçable, mais ce n'est pas du tout, et on le sait depuis le début, ce n'est pas du tout un instrument pour prendre des décisions et pour les appliquer. Je crois qu'il faut arrêter de faire croire que l'ONU pourrait intervenir là-dessus d'une façon très, très efficace, et à partir de là, de décrédibiliser l'ONU, parce que précisément, on lui demande de faire des choses qu'elle ne peut pas faire. Les seuls qui aujourd'hui pourraient véritablement stopper la Corée du Nord, c'est les Chinois, et encore une fois, je crois qu'ils n'en ont pas l'intention.